Voilà. Bon, bonsoir à toutes sur le Zoom en présentiel. Bravo pour cette reprise, d'être là, d'être présente. Alors, je précise que le cours de ce soir, il est pour l'élévation de l'âme de Eliaou Ben Yosef Zoïza. C'est ton papa, c'est ça? Voilà, donc le papa de Véronique qui participe à la Séoula de ce soir. Donc, on la remercie. Si Dieu veut que vraiment il y ait une ayat nishama comme on dit et qu'il puisse activer, que vraiment il remue les cieux. Il y a longtemps qu'il est parti. 5 ans. Ça fait 5 ans, c'est ça? C'est voilà. Comme une ascara, quoi. Voilà. Et en même temps aussi pour la Refoua Shlema, j'ai une amie, la cousine de mon mari, elle a accouché d'un petit prince prématurément et on souhaite très très bonne nouvelle, une excellente santé et d'ailleurs on pense très très fort à toi Maria. Amen. Voilà. Alors on introduit une période depuis déjà, on l'a commencé en vrai pendant Pessah, le 2e jour du Pessah, on a commencé à faire le compte du Homer. Donc une fois en vrai qu'on est sorti d'Égypte, les bénis Israël devaient, donc le peuple juif devait se préparer, justement, il n'était pas encore un peuple, il devait se préparer à être un peuple. Et il devait donc recevoir la Torah 7 semaines après à Shavuot, et donc il devait se préparer. Il devait, au lendemain de Pessah, amener le korban du Homer, et on a la mitzvah de compter, donc ces jours-là, le Homer. Et donc, on devait, comment elle le dit, et donc on doit compter donc le Homer tous les jours. C'est une période également où on travaille. Le Homer, il est représenté également par ce qu'on appelle les sphirotes. On travaille les traits de caractère. Et chaque semaine, puisqu'il y a 7 semaines, chaque semaine, elle correspond à une sphira, ce qu'on appelle perspective trait de caractère, sur laquelle on va se travailler. En vrai, c'est travailler ses midotes, ses traits de caractère, sa personnalité, son comportement envers soi-même, envers les autres. Et c'est une période également, vu que les Shabbats sont beaucoup plus longs, c'est la période également pour étudier ce qu'on appelle la section tout ce qui est la loi orale, les Pirkei Avot. Donc c'est un des livres de la Mishnah. Il y en a 6, et c'est Masechet Avot. C'est ce qu'on appelle Maxime de nos pères, Pirkei Avot. Et il y a énormément, justement, d'enseignements dans cette Torah orale qui a été donnée depuis Moshe Rabbeinu, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle va nous dire dans la première Mishnah, la première Mishnah, c'est Moshe Kibel Torah Misinaï, ou Messar al Yoshua, Yoshua Liskeni, et on va nous faire ainsi, depuis quand ça a été, donc depuis, ça a été donné en même temps que la Torah écrite, mais ça a été perpétué donc de façon orale, de génération en génération, qui ensuite ont été mis par écrit. Et dedans, il y a énormément de conseils, que ce soit dans notre comportement, dans la façon de communiquer. Et donc, on va étayer, on va prendre, il y en a 6, il y a 6 chapitres. Et chaque semaine, on va étudier donc un chapitre. La semaine dernière, donc on va rétroactivement, on va recommencer. Celui-là qu'on a travaillé cette semaine, c'est le chapitre 1, le premier chapitre de Pirkei Avot. Et quand on regarde, il y a un sujet, il y a plusieurs, évidemment, vous allez voir, il y a plusieurs enseignements, mais on va trouver un trait à travailler particulièrement, quelque chose qui va nous aider de plusieurs enseignements, de plusieurs phrases qu'il y a justement dans la Mishnah qui vont nous aider et qui vont nous diriger. Et ce soir, on va parler de la critique donnée avec bienveillance. Une critique, c'est dans la façon donc, de communiquer, puisque ça fait partie de la communication. Et la communication, donc, vous allez me dire, c'est très vaste comme sujet, mais c'est fondamental. On ne peut pas ne pas communiquer. C'est une règle, c'est une base entre humains, d'accord? C'est une forme d'interaction, on a une communication verbale, on a une communication non verbale, et on va s'intéresser ce soir précisément à cette façon de devoir adresser un reproche ou une critique, évidemment constructive. C'est un sujet qu'on a déjà fait, qu'on a déjà travaillé en cours, mais c'est toujours utile de donner ce rappel et de retravailler dessus parce que c'est un vrai challenge, c'est pas évident, mais on y travaille et on y arrive. Et on va voir comment est-ce que justement on peut y arriver. Et donc, ce soir, je vais vous poser une petite question. Donc, si je vous dis en pourcentage, combien de critiques que vous avez reçues, vous les avez bien prises et qu'elles ont été constructives, honnêtement.
Statistiquement parlant, seulement 10% des critiques que l'on nous adresse ou bien que l'on va adresser vont être pris en compte. C'est très peu. Et on va étudier, on va comprendre pourquoi et comment justement adresser une critique de façon constructive. Faire passer Quand tu dis une un critique, reproche, voilà, c'est des reproches ou mais de façon constructive. ou comme du lachonara. Non, justement. Ah. Mais attention, merci Alors, de voilà. le préciser, ce n'est pas du lachonara. D'accord. Lachonara, c'est d'aller parler sur le dos de quelqu'un et de dire du mal sur la personne. D'accord. Là, c'est pas du tout. C'est tu as la personne en face de toi et tu as une remarque à lui faire, que ce soit par enfant, un élève. Tu la ramasses en 2 temps. Alors justement, on va voir que c'est pas si simple, d'accord? D'accord. La façon d'adresser, c'est pas si simple, et vous allez voir qu'en vrai, la conclusion, elle est quand même assez extraordinaire. Donc je reviens à ce que je disais, à la façon de passer une critique. Déjà, il faut savoir qu'en vrai, alors on va apprendre 4 étapes avant de pouvoir adresser une quelconque critique. D'accord. Déjà, avant tout, il faut savoir, comme on le voit, comme on a pu l'apprendre, que ce soit en PNL ou autre, il faut mettre un cadre bienveillant. C'est comme dans n'importe quelle thérapie ou autre. Lorsqu'on a quelque chose à adresser d'assez délicat, une critique ou autre, il faut mettre un cadre bienveillant, de cadrer et de bien faire comprendre que le but, justement, c'est de la bienveillance. Okay. Ce n'est pas du jugement, mais c'est de la bienveillance pour aider la personne. Déjà, poser ce cadre-là, très important. Mais également, il faut se dire que tout commence, en vrai, avant de passer une critique, ça commence dans la façon dont on va juger la personne. Parce que souvent, pour pouvoir, et en général, lorsqu'on a une conclusion d'une critique à dire, c'est qu'il y a eu un jugement. Jugement de fait ou jugement de personne. Donc, tout va dépendre de la façon, déjà, dont on va juger, percevoir le comportement de la personne. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on va juger donc sur le jugement. Et si ce jugement, il va être négatif, il va avoir une connotation plutôt négative, ou bien il va être constructif. Ça peut amener à quelque chose de positif. Et donc, le changement, il commence de faire un jugement comme il se doit, selon les lois de la Torah. C'est ce qu'on va voir. On vient de commencer. Je viens de donner justement ce soir, puisqu'on va parler dans la communication de la critique. Comment faire passer une critique, des reproches, comment adresser. Il y a des façons, il y a une façon de faire. On va le voir qu'il y a 4 étapes. Mais qu'avant tout, j'ai dit qu'il faut poser un cadre bienveillant. Quand on a une personne en face de nous et qu'on doit lui adresser une critique ou quelconque reproche, de le faire de façon bienveillante. Pas parce qu'on a une colère en nous, qu'on a quelque chose à dégager, mais exactement, tout simplement passer que c'est dans la bienveillance et que c'est pour aider la personne et que c'est pour aller vers quelque chose de constructif. Donc déjà, poser ça. Ensuite, on l'a dit, c'est avant tout, puisque lorsqu'on va passer une critique, on va émettre un jugement. Parce que la critique va découler d'un jugement de comportement ou de fait ou d'une personne. Et donc, avant de pouvoir la passer, on va déjà aller dans la façon dont on va juger. Comment est-ce qu'on doit juger la personne? Et est-ce que le jugement va être constructif ou ça va être un jugement où il y aura quelque chose de négatif qui va en ressortir? Et ensuite, ça va être la façon dont on va... il y a, comme on appelle, l'art et la manière de le dire et la forme et le timing. On va voir que c'est très, très important. Donc, on va le découvrir ensemble. Donc, première étape. Et comme je dis, tout ça ce soir, puisqu'on est dans la période du Homer où on travaille ses traits de caractère, justement, son comportement au quotidien. C'est cette nouvelle série de cours. On commence justement par aborder un sujet. On parle de la critique. C'est tiré des enseignements des Pirkei Avot, des maximes de nos pères. On étudie un chapitre par semaine. Shabbat, puisque Shabbat il est beaucoup plus long maintenant. Et donc là, on va parler du premier chapitre de Pirkei Avot. Et donc, il y a une phrase très intéressante, on va le voir dans Pirkei Avot, qui nous dit « Et vous, metunim badim ». Ça veut dire quoi? Soyez patient dans le jugement.
Avoir de la patience. Et on va essayer de comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire. Le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il vient nous expliquer, il nous dit qu'en vrai, il faut retarder le plus longtemps possible le jugement, la façon de trancher, l'arbitrage, le retarder, c'est-à-dire donner le verdict, et aller très doucement dans la recherche avant de donner quelconque jugement. Avant de trancher, d'abord, prendre le temps de faire des recherches. Faire des recherches. Prendre la question à l'endroit, à l'envers, la situation. Vraiment faire une analyse, ce qu'on appelle une analyse de la situation, jusqu'à qu'on comprenne. Et que, parce qu'on va voir que forcément, la première pensée qui nous vient lors d'un jugement, ça ne sera pas la même que la deuxième. Lorsqu'on prend le temps de prendre ce qu'on appelle du recul sur la situation, le jugement ne sera pas le même. Donc déjà, ne pas réagir ce qu'on appelle à chaud et vraiment faire très attention dans la façon dont on va peser ce qu'on appelle le pour et le contre. Il faut quand même se conditionner sur le moment où on a envie d'exploser. Alors justement, donc dans ce cas, là on bascule. Là, on bascule du coup, voilà. Ça, c'est surtout, on bascule dans un peu un autre sujet, mais qu'on étudiera également, la colère. D'accord ? Là, on part d'un principe. On a une remarque à faire à quelqu'un, une critique, vraiment. Voilà. Donc déjà, prendre, même si on y a réfléchi, donc c'est pas à vif sous le coup de la colère, d'accord ? On peut être quand même énervé, mais c'est quelque chose qu'on tient à lui dire. Mais même ça, même si on se tait sur le moment, et qu'on y réfléchit, parfois, ce n'est pas toujours évident à passer le message qu'on doit passer. Même si on se calme, hein, mais on réfléchit et on se dit, mais je suis obligée de lui dire ces choses-là. J'ai besoin de lui faire j'ai besoin aussi de ne pas faire la différence il faut faire la différence entre son propre besoin et le besoin de l'autre. Est-ce que c'est pour moi que je vais passer cette critique ou est-ce que c'est vraiment dans le but que l'autre puisse s'améliorer et changer? Ou est-ce que c'est pour moi? Donc déjà, il y a une différence. Donc vraiment, est-ce qu'on a besoin de passer une critique vis-à-vis d'une personne? On a un reproche à lui faire. Comment est-ce que je ne parle pas donc sous le coup de la colère, mais même si il faut réfléchir. Avant de faire un jugement quelconque, il faut réfléchir. Et donc, c'est intéressant parce qu'on pourrait penser que lorsqu'on dit « soyez patient dans le jugement », que ça s'adresse surtout à des juges, non, à des tribunaux, à des avocats. C'est-à-dire que cette phrase de la Mishnah, on pourrait penser qu'elle s'adresse à une minorité de personnes qui s'occupent de faire un véritable jugement. Mais en vrai, on nous dit que non. Si elle était dans la première Mishnah de la Torah, c'est qu'elle s'adresse Dieu, exactement. Dieu ne va pas seulement cibler une petite partie, il veut cibler tout. Donc, c'est clair et net que ça s'adresse à tout le monde. Puisqu'on émet tous des jugements, on ne va pas se le cacher. On émet tous, que ce soit sur nos enfants, que ce soit sur nos maris, que ce soit sur nos femmes, que ce soit sur nos amis. On va, dans une situation ou autre, selon un comportement, une action, le cerveau, il cogite, il analyse. Il est là, il émet un jugement. Un jugement, une analyse, prenez-le comme vous voulez. Mais concrètement, on va se poser et on va réfléchir sur l'autre. On va réfléchir sur l'autre. Donc, la Mishnah, elle s'adresse bien à chacun de nous. À chacun de nous, comment est-ce qu'on va pouvoir effectuer ce jugement. Et donc, c'est là qu'elle nous dit, et elle va être, donc la critique, elle va être ce qu'on appelle déterminante. Parce que la façon dont on va l'émettre et la façon dont elle va passer, on va avoir du résultat ou non. Donc, encore une fois, on en revient à ce cadre bienveillant. Mais la première clé dans une critique, c'est vraiment prendre le temps d'analyser la situation, de bien réfléchir, chercher toutes les preuves, toutes les circonstances. Vraiment. Réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vraiment. Mener vraiment une recherche. De la même façon qu'un juge, lorsqu'il va juger, il ne va pas le faire sur le tas. La même chose. C'est un travail, comme je dis, bien sûr. C'est quelque chose, si c'était à notre simple portée, ça serait magnifique. On peut y arriver. Ce n'est pas inaccessible. Mais c'est un travail, c'est une réflexion.
c'est à force de cogiter, à force de réfléchir, d'étudier, qu'on y arrive. Donc là, on donne les clés et après, on y travaille, on réfléchit à ces clés-là. Alors au début, c'est prendre conscience du problème dans la situation, prendre conscience. Déjà, la prise de conscience, c'est déjà un pas énorme dans le changement. Et ensuite, forcément, oui, il y aura des erreurs. On va se reprendre sur la façon. Mais si on a conscience de nos erreurs, donc on peut se reprendre et c'est comme ça qu'on travaille. On se lance et on va dans l'action. On commence. Il y a la réflexion et ensuite il y a l'action. On commence. On va tenter quelque chose. On ne va pas y arriver. Ce n'est pas un échec. C'est une expérience. Je fais un retour, ce qu'on appelle un feedback. Je fais un retour de ce qui n'a pas été. Et je recommence. Ça n'a pas marché, je tente autre chose. Et on se reprend. C'est ça le travail sur soi. Ce n'est pas une baguette magique, mais il y a la volonté, bien sûr, la motivation. Et ça demande du temps. Mais on va y arriver. Donc, comme on explique, d'être patient dans le jugement, c'est très important. D'être patient, ça rejoint également le fait de pouvoir maîtriser un petit peu le côté nerveux. Parce que une personne qui a un tempérament assez colérique, qui a tendance à s'emporter ou qui est très stricte dans sa façon de juger, et surtout, une chose également, lorsqu'on va juger, il y a une phrase que l'on dit, c'est que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que notre façon de percevoir les choses ne s'accorde pas spécialement aux autres. C'est pas parce que nous, on fonctionne comme ça que tout le monde doit fonctionner comme ça. Donc déjà, il faut savoir mettre des autres lunettes. J'enlève les lunettes que j'ai de ma propre personne et j'en mets une autre. Et là, je vais pouvoir me calmer. Et on le voit même avec Moshe Rabbeinu, le grand leader du peuple juif. À 3 reprises, on voit dans la Torah, où Moshe était tellement, on va dire, tempérament, où il s'emportait à ce moment-là, un petit peu nerveux, qu'il a émis un jugement fou. Et qu'il s'est trompé, et qu'il y avait, heureusement, une fois on dit qu'il y avait Éléazar, le fils de Aaron le Cohen, qui est venu et qui a rectifié le jugement. C'est-à-dire que même des grands hommes, même des grandes personnes, ça arrive. Ça peut arriver. Mais on se donne toutes les cartes, parce qu'on sait que lorsqu'on va être trop strict, ou quand on va être trop nerveux, on ne va pas pouvoir établir un jugement comme il se doit. Donc déjà, même si c'est mûrement réfléchi, que ça nous énerve, on se calme. Même si on a envie de le sortir maintenant, on attend. On se pose. Obligé. Obligé. On ne peut pas. Parce que ce qui va sortir à chaud, ça va être nous, selon ce que nous, on pense. Et ça va plutôt détruire que construire. Et au final, on n'aura rien gagné. C'est dur. C'est sûr que c'est dur. Mais le problème sur le moment, quand je veux dire, quand il y a quelque chose qu'on dit qui t'énerve. Ça part, oui, ça part tout seul, oui. Tu n'as même pas le temps. C'est pour ça que la Torah nous dit de réfléchir et de tourner sa langue cette fois dans sa bouche. C'est très important. Non, on a envie, mais c'est un travail et on y arrive. Tu es arrivé, toi? Ah, pour moi qui suis assez, on y travaille, on se retient. Ou bien, non, mais il y a des étapes à cela. C'est-à-dire qu'on peut, comme on dit, réagir à chaud. Mais attention, savoir reconnaître son erreur et s'excuser, que ce soit avec les enfants. Eh oui, ça m'arrive. Donc, même si je vais moins le dire, ça va arriver, je vais le dire, mais je m'excuse, tu as raison, je n'avais pas à dire ça maintenant. Je m'excuse. Avoir la position basse, très important, l'humilité. Savoir, l'ego, il est super, mais de temps en temps, savoir le mettre de côté, reconnaître. Je n'aurais pas dû dire ça, je me suis emportée sous le coup de la colère, je m'excuse. Vous ne savez pas comment vous pouvez clore un débat et vous pouvez calmer une personne en face de vous. C'est magique. C'est vrai que quand tu reviens en arrière, c'est déjà une grande mise. Finalement, sinon, on s'est énervé grave. Et la personne, en fait, elle n'a rien capté. Donc, le problème, il n'est toujours pas réglé. Exactement. Il est même amplifié. Voilà. Parce qu'on a dit des choses qu'on n'aurait pas aimées. Ça a servi à rien parce que c'est rentré, c'est sorti, en fait. Exactement. La personne en face, elle n'a pas... Donc, le Pirkei Avot, il nous dit « Et vous, metunim », ça vient du mot « antana », attendre. Soyez patient. De la patience. On a une chose à dire, on va attendre. Et on va réfléchir sur sa façon de ce qu'on va dire. Et on va analyser la situation. Donc, il y a le Rav
il y a un certain Rav de Kotsak qui nous donne une idée très intéressante. Et il dit que celui qui s'empresse de donner un jugement, qui donne un jugement trop vite, en vrai, c'est un feignant. C'est un feignant. Parce qu'il n'a pas envie de se creuser, d'aller au bout de l'enquête, hein, et de trouver exactement certains tenants et aboutissants. C'est quelqu'un de feignant. Quelqu'un qui veut dire tout de suite, et il n'a pas envie d'enlever. C'est quelqu'un qui ne veut pas rentrer en conflit, ok, mais qui ne se prend pas la tête. Alors que si on attend, et parfois c'est pas évident. Parfois c'est aussi pas évident. La personne aussi en face, des fois, elle attend des réactions de notre part. Mais nous, justement, on va être intelligents. On ne va pas réagir maintenant. Et il faut le dire, non, honnêtement, je pense que je vais m'arrêter là. Regarde, je suis très énervée. Dites-le. Je préfère qu'on ne discute pas sous le coup de la colère. Je préfère ne rien dire. La discussion s'arrête là. On en reparlera plus tard. Ça aussi, c'est très efficace. Donc, et souvent, on va, sous le coup de la colère, on va aussi détourner la situation de la réalité telle qu'elle est. On risque de déformer. Parce qu'encore une fois, on va réagir selon nos propres lunettes. Donc, on ne va pas pouvoir vraiment analyser de façon objective les choses. Ça nous prend à cœur. C'est nos émotions qui sont prises. Mais mes émotions et les émotions des autres ne sont pas les mêmes. Et la personne ne perçoit pas les choses de la même façon. Donc, c'est ça. La personne, elle peut comprendre aussi que toi, tu as les nerfs. Alors, elle peut, comme tu le dis, elle peut comprendre. Mais est-ce qu'elle sait le comprendre? Est-ce qu'il y a déjà eu cette discussion? Est-ce que la personne, est-ce que dans un temps calme, un temps posé, avant d'émettre cette critique et avant sous le coup de la colère, est-ce qu'on a déjà discuté avec la personne, communiqué? Voilà, j'aime telle ou telle chose, ça me blesse, telle ou telle chose, ça ne va pas. Est-ce qu'on l'a fait de façon calme? Pas sous le coup de la colère. Ah, mais je t'ai déjà dit. Oui, mais quand tu me l'as dit? Hier, par exemple. Oui, mais comment? Mais comment? De quelle façon? Mais de quelle façon? C'est ça qui change tout. C'est pas évident à concevoir parce que je sens qu'on est encore à chaud. On sent qu'il y a encore de l'émotion et quand il y a de l'émotion, on a du mal à se poser. On a du mal à réfléchir. Le problème, est-ce que la personne en face de toi, elle est disposée aussi? Voilà. Elle arrive à une étape. Attends, tu vas me brûler les étapes. Attends, bravo. Mais il y a une piste de réflexion. Est-ce que la personne est disposée à entendre ce qu'on va lui dire? Bravo, Juliette. Bravo. Non, mais bon. On va y arriver. Donc, on y va. On continue. D'ailleurs, c'est une histoire que j'ai déjà racontée. Il y en a qui ne l'ont pas encore entendue. Il y en a d'autres qui l'ont déjà entendue. C'était à l'époque de la Gemara. Donc, c'est une histoire qui remonte il y a très longtemps. Les businessmen n'avaient pas les avions à fréter. Ils mettaient des années et des jours de voyage. Et donc, lorsqu'ils partaient pour ramasser de l'argent, ils partaient pendant des années. Ils laissaient leurs femmes et leurs enfants vraiment pendant des longues périodes. Et ils revenaient comme ça au bout de 3-4 ans. Et il y avait un jour, celles qui la connaissent vont sûrement sourire, mais elle est tellement révélatrice du point que je viens de dire que j'aime bien la ressortir. Il était donc très occupé dans ses voyages. Il n'avait pas vu sa famille, sa femme, ses enfants grandir. Il est revenu 5 ans après. Il revient de voyage. Et je précise que cet homme-là, ce businessman, il avait perdu son papa. Et son papa lui avait fait promettre sur son lit de mort, avant de décéder, il lui avait dit, écoute, mon fils, si j'ai un conseil à te donner, ne réagis jamais sous le coup de la colère. Attends que ça refroidisse. Voilà, c'est un conseil qu'il lui a donné. Et lui, il s'est appliqué vraiment de mettre en pratique le fameux conseil de son père. Et un jour, donc après 5 ans d'absence à la maison, il rentre à la maison, il rentre chez lui. L'éclairage, évidemment, n'était pas comme aujourd'hui, ni rien. Il rentre et il voit sur le fauteuil sa femme avec un homme allongé comme ça à côté d'elle, qui lui dit des mots gentils, qui lui dit je t'aime, qui lui tient la main. Et là, ça explose. Quoi dans sa tête? Il est là. Il n'a pas encore franchi le pas. Il est là. Il se dit quoi? Moi qui me donne pour amener une parnasse à la maison, qui donne tant de temps pour le travail. C'est ça le résultat, on profite, on me trompe. Et là, toutes les pensées qui montent et qui montent. Ça fume. D'après la fumée qui sort. Mais
Qu'est-ce qui s'est rappelé à ce moment-là? Le fameux conseil de son père. Ne réagis pas sous le coup de la colère. Il était en train de sortir son épée. À l'époque, c'était, il sortait son épée. Et là, l'image de son père lui est venue. Il a rengainé son épée. Il est sorti de la maison. Et il y avait un banc. Il s'est assis sur le banc. Il a décidé, jusqu'à qu'il se calme, de rester. Il a même passé la nuit sur ce banc. Le temps qu'il se calme. Et au lendemain matin, où l'éclairage était bien meilleur, il rentre. Et qui il voit, toujours aux côtés de sa femme? C'était son fils. Son fils qui avait grandi, qui était devenu un jeune homme. Après 5 ans. Imaginez-vous, tu as des ados. Tu sais ce que c'est. Même moi, je crois que Raphaël, si je le vois aujourd'hui, je ne sais pas si je le reconnaîtrais. Il y a des années, ça fait bien 5 ans en plus qui ont passé. Il avait changé, c'était devenu un ado et donc c'était tout simplement son fils. Donc, pour vous dire, avant d'émettre un jugement, pourtant il avait des faits, mais vraiment des preuves devant lui comme ça, mais ça ne pourrait pas être plus flagrant. Mais il a attendu. Donc, comme nous le préconisent nos sages dans la Gemara, et vous, Metunim Badim, soyez patients dans vos jugements. Soyez patients. Première étape. Maintenant, lorsqu'on arrive donc justement à cette première étape, quand on a réussi, la Mishnah, qu'est-ce qu'on fait après? On arrive à une autre étape de la Mishnah. Elle vient et elle nous dit « Eve dan et kol à Adam les chaf zerut ». Il faut juger chaque personne de la bonne façon, selon son mérite, positivement. Donc, en vrai, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici un petit peu la Mishnah? Le Khatam Sofer, il fait un lien, justement, entre ce qu'on a appris juste avant d'être patient dans le jugement et cette phrase-là. Et justement, il nous dit qu'une des raisons également d'attendre et d'être patient dans son jugement et de ne pas hâter notre jugement, c'est pour justement pouvoir arriver à trouver quelque chose de positif chez la personne. De lui trouver un quelconque mérite. 2, la juger selon un bon œil, selon une bonne faveur. Alors vous allez me dire, ok, on veut bien, mais si réellement la personne, on cherche. Parce qu'il faut savoir que derrière chaque action, un humain, il a une intention positive quelconque ce qu'il va faire. Il y a une intention positive derrière chaque action. Même un terroriste, il a une bonne intention de base. Il va le faire au nom de sa religion ou autre. Pour lui, il a une bonne intention. Après, écologiquement parlant, au niveau de l'entourage, au niveau des personnes, est-ce que ça va être une bonne intention? Ça, c'est à discuter. Et ça, c'est le problème. Mais on va essayer de trouver quelle était l'intention positive de la personne avant d'émettre ce jugement, avant d'avoir telle ou telle action. C'est pas évident. Mais déjà, le fait d'être patient et le fait d'analyser, de réfléchir, la réflexion, c'est un temps très important. Ça va nous permettre de faire ressortir quelque chose de positif. Et justement, la Torah également, elle nous dit, et le Sfat Emet, c'est aussi un commentateur, et il a dit, Evedan et Kol Adam, juge tous les hommes. Il ne parle pas seulement au sens de tous les hommes, juge toute la personne dans la situation telle qu'elle est, dans sa place. Juge-la entièrement, c'est-à-dire avec ses qualités et avec ses défauts. C'est-à-dire cherche les qualités. Ne juge pas juste une partie de la personne. Juge la personne entièrement. Elle a peut-être fait une avéra maintenant, elle a peut-être fait une bêtise maintenant. Mais regarde tous les bienfaits qu'elle fait. Peser les bonnes actions, les mettre en avant. Déjà, ça nous permet d'adoucir un petit peu notre jugement et d'être un peu plus compréhensif, un peu plus souple. Ça, c'est le fait de regarder et de juger favorablement, ça fait en vrai ressortir le potentiel, le réel potentiel de la personne. Parce que la personne, chaque être humain ici présent,
D'accord? On a tous un potentiel énorme. Seulement, on l'exploite à des pourcentages. On ne va pas au max de notre potentiel. Mais en vrai, tout le monde est capable et tout le monde a de quoi exploiter. On a tous des ressources et des capacités en nous. Tout dépend de comment on va les exploiter. Donc, ce qu'on va essayer de faire, justement, lorsqu'on va juger l'autre, c'est de trouver le potentiel, je vous en prie, mangez, vraiment, de trouver le potentiel de la personne, de faire ressortir le potentiel de la personne. Et lorsque j'ai étudié ce cours avec mon mari, il m'a fait ressortir quelque chose, il m'a donné un exemple que j'ai beaucoup aimé. Donc, le Rav Mendy Azoulay, on sort les commentateurs, il m'a dit, c'est simple, prends l'exemple comme un enfant. Un enfant qui va vouloir, qui était à table et qui a cassé quelque chose, qui a emporté quelque chose et qui a renversé. Au lieu de s'énerver contre l'enfant sur la bêtise qu'il vient de faire, concrètement, il a fait une bêtise, c'est de reprendre la situation à l'envers et d'en tirer le positif. Oh là là, mais c'est génial, tu as voulu débarrasser, mais c'est magnifique. Bon, c'est pas grave, tu t'es trompé parce qu'au début, c'est difficile, mais je suis tellement fière de toi que tu m'aides à débarrasser. Ça se trouve, l'enfant ne cherchait pas à débarrasser. Mais le fait qu'on lui a inclus cette idée dans la tête, je peux vous assurer qu'il va s'empresser à continuer. Donc, on va obtenir du positif de la personne. Et le rabbi, c'est ce qu'il vient nous dire. Le rabbi Loubavitch, il va dire que justement, le fait d'émettre un jugement positif sur la personne, ça va faire ressortir le côté positif de la personne. Alors que si on va le juger comme on va de façon noire et sombre, bah, la personne, elle va ressentir cette étiquette et c'est cette étiquette-là, ce côté-là, finalement, qui va ressortir. Ben oui. Donc, d'émettre un jugement positif va amener la personne à avoir un comportement positif. Et ça, c'est extraordinaire, ce qu'on peut en ressortir. Mais ça demande une certaine maturité, une certaine prise de recul. Donc, tout ça, c'est des étapes. C'est des étapes. Oui, avec des enfants, c'est facile, entre guillemets, parce que tu es très les éduquer, mais avec des adultes... C'est ce que j'allais dire quand ils ont 20 ans. Bah même de lui émettre que tu avais une intention, mais de ne pas voir la personne. De ne pas voir. Et souvent, on a tendance à le faire, moi-même la première avec mon mari. Ah, mais toujours tu me juges mal. Tu penses et tu penses et tu penses. Et c'est vrai. Au lieu de penser positif, même si on sait au fond de nous que son intention, elle n'était pas là, à nous de lui tourner l'attention. Oh, t'es trop gentil. En fait, t'as fait ça et t'as pris du temps parce qu'en fait, t'as pris le temps d'aller chercher un cadeau pour moi. Ah, mais c'est adorable. Vous savez, des fois, on le fait sous le ton de la rigolade. Et faites-le réellement. Vous allez voir que ça marche. Vraiment. Faites-le sous le ton, mais vraiment de la rigolade et ça va prendre vie. Ça va devenir une réalité. D'émettre et la personne de penser en face de nous que, en vrai, elle pensait du bien de nous, malgré qu'on a fait une erreur. Ça active la personne. Et ça lui donne de la motivation. Motivation. Même chez les adultes. Je vous promets. Dans n'importe quelle situation. De faire ressortir une intention positive derrière une action qui a été un peu biaisée, catastrophique, ça va quand même faire ressortir quelque chose de positif. Alors, la petite histoire et de qui on voit cet exemple, on le voit encore une fois, on le voit dans la Gemara avec, d'ailleurs c'est la période, on arrive bientôt, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était une grande personnalité. Il a pris 40 ans à comprendre que le chemin véridique, c'était la Torah. Et il a fait une tchouva à l'âge de 40 ans. Donc, comme quoi, déjà, il n'est jamais trop tard. Et il a vu ces petites gouttes d'eau, il a compris comment, sur une pierre dure, comment la goutte d'eau, quelque chose de très souple, à force, avec le temps, elle a réussi à creuser et avec une certaine corrosion de rentrer dans cette pierre. Et il s'est dit, si quelque chose comme l'eau, tellement neutre, peut rentrer dans une pierre aussi dure, alors la Torah qui est comparée à l'eau, elle peut rentrer chez n'importe qui. Elle peut rentrer avec de la patience, du travail. Ça finit par rentrer. On va prendre ce qu'on a en tiré. Amen. Chaque bracha d'ailleurs qu'on va faire ce soir, parce que je l'ai dit, c'est pour l'élévation de l'âme. Il faut le dire avant de faire la bracha, pour l'élévation de l'âme de Yosef ben Eliaou ben Yosef et Soïsa. Voilà. Donc,
Rabbi Akiva, on raconte cette histoire. Alors, c'est vrai que dans la Gemara de Shabbat, la Secret Shabbat, elle est racontée. Au début, on ne sait même pas qui c'est. C'est Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. C'était même pas encore des rabbis à l'époque. Donc, il y avait Rabbi Akiva qui était là, qui étudiait, et il y avait Rabbi Eliezer qui avait son commerce, son business. Et Rabbi Akiva travaillait pour Rabbi Eliezer. Et donc, il a travaillé lorsqu'il est descendu de Galil. Et il devait donc rentrer chez lui après 3 années. Et il était temps de rentrer. C'était la veille de Yom Kippour, et donc il va voir Éléazar, et il va lui réclamer donc son salaire. Et quand il lui demande son salaire, il lui dit « Je n'ai pas d'argent ». Bon. Il lui dit « Alors, est-ce que tu peux me donner des fruits au moins ?» Et il lui dit « Je n'en ai pas ». Il lui dit « Mais est-ce que tu peux me donner de la terre ?» Et donc, Rabbi Akiva, et donc il réclame, il lui dit bon, il lui dit non, je n'ai pas. Il lui dit donne-moi une bête, du bétail, quelque chose. Il lui dit je n'ai pas. Il lui dit donne-moi des coussins, des couvertures, quelque chose. Il lui dit j'ai pas. Mais il faisait quoi quand il travaillait? Il lui dit j'ai pas. Et Rabbi Akiva, il s'en va. Il s'en va. Juste après, sans rien. Répondu. Et il n'a rien dit. Juste après Kippour, Rabbi Eliezer, il vient à sa rencontre avec des animaux, de l'argent, des fruits, tout ça. Et il vient et il lui apporte. Et il lui dit, dis-moi, honnêtement, Rabbi Akiva, cher Akiva, quand je t'ai dit que je n'avais pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Eh bien, écoute, je me suis dit peut-être que tu avais tout investi ton argent pour le mettre en sécurité. Il me dit, ok. Mais quand je t'ai dit que je n'avais pas de bétail, eh ben, je me suis dit que peut-être tu as dû la louer à quelqu'un d'autre, que ces bêtes étaient louées, qu'elles ne t'appartenaient pas pour le moment. Mais quand je t'ai dit que j'avais plus de fruits, eh ben, peut-être que tu les avais consacrés pour tu n'avais pas encore fait le maaser, c'était à l'époque avec le Beth Amikdash, et donc c'était encore pour le Kohen Gadol, le Beth Amikdash, et que tu ne pouvais pas m'en donner. Et quand je te dis que j'avais pas de couverture, eh ben, je me suis dit peut-être que ça avait dû servir pour quelqu'un d'autre. Et il lui dit, bah, chapeau. Parce que c'est exactement ça. En fait, ce qui s'est avéré, c'est qu'il avait tout ça en sa possession, mais comme il avait un fils qui était sorti du chemin de la Torah, il était très énervé, il a dit, je préfère ne rien donner toute ma richesse à quelqu'un d'autre, la donner au Beth Amikdash, de la donner, que de la garder pour mon fils. Et donc, après, il s'est aperçu que voilà, il avait besoin de payer Rabbi Akiva, donc il est parti faire ce qu'on appelle une annulation de vœux. Et donc, il a récupéré sa richesse et il a pu payer Rabbi Akiva. Mais la situation portait à confusion. Et regardez comment Rabbi Akiva a réagi. Alors que tout portait, c'était quelqu'un de riche, il a travaillé pour lui, il a vu ce qu'il avait, mais il lui a cherché des circonstances atténuantes. Il a cherché une raison. Il ne s'est pas dit, il se fout de moi. Il se moque de moi. Il aurait pu, hein, franchement. Personnellement, oui, l'autre, il a bien fait quand même. Voilà, c'est exactement. C'est le terme qu'on aurait pu employer quand une personne, vous travaillez, elle vous dit ça, c'est une blague. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'on appelle, il a fait une location gérante, ce qu'on appelle. Donc, il a vraiment concrètement pas cette action et pas tout ça. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, ça va être quoi? La troisième étape, c'est que, donc, on a été patient dans le jugement, on s'est posé, on a respiré, on analyse la situation et on essaye de trouver des circonstances atténuantes. On essaye de retrouver du positif dans cette situation. C'est quoi la prochaine étape? Et la Mishnah, elle nous dit, et elle vient nous dire quelque chose. Al-Tadon, donc dans la 4e Mishnah, elle nous dit, Al-Tadon et Travecha, ça c'est très fort. Ne juge pas ton prochain jusqu'à que tu sois à sa place. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est notre troisième phase. Donc Rashi, il va l'expliquer textuellement, littéralement. Tout simplement, eh ben oui, tu ne le juges pas si toi, tu ne vis pas la même chose. Aussi simple. Mais on va voir qu'il peut y avoir déjà un double sens. Il y a une explication, une idée que le Sfat Emet à nouveau va apporter
Et il va le dire, il y en a qui disent que c'est au nom de l'autre rave, le rave de Mekotak. Il dit ne pas juger son prochain jusqu'à qu'on soit arrivé à sa place, et tu n'arriveras jamais à sa place, donc ne le juge pas. Il y a double sens. C'est soit, finalement, tu ne le juges pas jusqu'à ce que tu n'arrives pas à sa place, et vu que tu ne seras jamais à sa place concrètement, donc ne le juge pas tout court. Ou bien, si tu ne veux pas arriver, te retrouver dans la même situation, ne le juge pas. Il y a double sens et double connotation. Une petite histoire justement pour ce double sens de ne pas arriver, de ne pas se retrouver dans la même situation que la personne. C'est une histoire qui est arrivée, c'est un homme, un rave qui est arrivé dans la ville. C'était donc avec le Baal Shem Tov. C'était à l'époque du Baal Shem Tov. C'était juste avant Shabbat. Il était réuni avec ses élèves, avec d'autres personnes dans une auberge. Donc le Baal Shem Tov, il faut savoir qu'il voyageait beaucoup. Et il était dans cet endroit-là. Et il y a un homme qui rentre dans l'auberge avec sa charrette, et c'était déjà Shabbat. Et là, comme il avait un petit peu Ruach HaKodesh, c'est-à-dire il pouvait un peu lire et ressentir ce que les personnes pensaient, il voit qu'il y a le propriétaire de l'auberge qui émet un jugement et qui dit quand même, il aurait pu s'arrêter et continuer à pied au lieu de venir avec toutes ces et d'être transgressé Shabbat. Le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il a fait? Très délicat. Il lui a dit, une fois qu'il a reçu dans son auberge, il lui a dit écoute, je t'invite, Shabbat prochain, tu sais quoi? Je t'invite, viens prier, viens chez nous, viens dans ma ville. Il était très honoré. C'était des voyages en calèche, des journées de voyage. Donc, il a anticipé pour arriver à temps. Il s'est dit, voilà, comme ça, j'arrive jeudi soir. Comme ça, j'arrive, je suis tranquille vendredi. Et là, le voyage ne se passe pas comme prévu. La roue du carrosse, elle se casse, il perd un cheval. Il y a une espèce de... Dans la route, il y a des embouteillages, le temps de déblayer la route, ça prend énormément de temps. Et il arrive quand? Finalement, quelques minutes après Shabbat. Quelques minutes après Shabbat. Et il avait honte, très honte, parce qu'il allait chez le Baal Shem Tov. Il allait chez le Baal Shem Tov. Et donc, il est arrivé un peu tout gêné. Et quand le Baal Shem Tov, il le reçoit, il lui dit, j'espère juste maintenant ce que tu as compris, ce que ça veut dire de juger l'autre sans se mettre à sa place. Donc, en vrai, il y a un rave qui s'appelle le Ritva, le rave de Ritva, qui fait le lien entre le fait d'être patient dans le jugement et le fait de se mettre à sa place, que justement, lorsqu'on va être patient et qu'on va attendre, on va comprendre un petit peu ce que ça veut dire de se mettre à la place de l'autre. Quand on va prendre du temps pour comprendre ce qui a pu arriver et d'analyser clairement et de dire forcément peut-être que cette personne dans cette condition à cause de telle ou telle circonstance, se mettre dans la situation de la personne, vraiment. Et parfois, même si on se dit mais moi il m'est arrivé la même chose, de trouver et de dire oui mais toi tu n'as pas le même tempérament, mais toi c'était peut-être la même situation mais pas dans les mêmes circonstances, pas dans le même lieu, pas dans les mêmes horaires, trouver des circonstances atténuantes et de se dire qu'on n'est pas à la place de l'autre pour le juger. Et que lorsqu'on va le juger, on va prendre ça en compte, qu'on n'est pas à sa place. Donc, d'être déjà, ça relie à ce qu'on a dit précédemment, être plus favorable donc, dans notre jugement, dans la façon dont on va juger l'autre. Pour pouvoir, n'oubliez pas le but final, de passer le reproche qu'on a à faire et la critique. Donc, on retourne la situation, on l'analyse, on essaye de trouver du positif et on essaye de se mettre à la place de l'autre. Je vous promets que si déjà, prenez n'importe quelle situation, un petit exercice que vous avez eu avec des personnes et essayez déjà de mettre ces 3 étapes-là. Essayez de trouver une situation que vous avez vécue hier, et essayez de mettre déjà ces 3 étapes en pratique et vous allez voir que la réflexion
Et ce que vous allez dire à la personne ne sera pas la même. Lorsqu'on a pris le temps de faire ces 3 étapes-là, alors forcément, ça va être différent dans ce qu'on va dire. Il y a une très belle histoire également qui s'est passée avec le Admour Haïm-Tsaï. C'était un des rabbis de la lignée de Chabad. L'Admour Haïm-Tsaï, il était en pleine, ce qu'on appelle concertation, une yichidut avec des personnes. Et tout d'un coup, au milieu de cette concertation, il se met à pleurer, mais à chaudes larmes. Ses élèves, ils n'ont pas compris. Ils ont entendu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, parce que chaque personne, quand elle vient me voir et qu'elle me demande un conseil sur une façon de faire, ou qu'elle vient me demander un conseil sur une bêtise qu'elle a faite, ou une faute, ou autre, je me dis toujours que ce n'est pas pour rien que Dieu me l'a envoyé et que forcément, j'ai peut-être quelque chose, moi aussi, à corriger en relation avec la personne, de ce qu'elle m'apporte. Si la personne, elle vient, par exemple, me reprocher, me dire quelque chose, que c'était très dur, Shabbat, qu'elle n'arrivait pas, et que c'est qu'au fond de moi, il y a peut-être quelque chose que je dois m'améliorer. Il s'est mis ça un petit peu comme mission. Et il s'est dit là, j'ai une personne qui est venue me voir avec quelque chose de tellement grave que je m'en suis mis à pleurer. C'est-à-dire que moi, au fond de moi, j'ai cette chose-là. C'est-à-dire que c'est là, on est arrivé à un niveau de Achetagia Inkomo jusqu'à que tu te mettes à sa place. En vrai, l'autre, c'est notre miroir. Que si on arrive à voir telle ou telle chose chez l'autre, c'est parce qu'au fond, on l'a en nous. C'est un petit peu une façon miroir. Et donc, de se dire, avant de reprocher, de se mettre à la place et de se dire, peut-être que moi aussi, j'ai quelque chose à améliorer là-dessus. Si j'ai envie de critiquer l'autre ou lui faire une reproche là-dessus, c'est qu'au fond, j'ai peut-être quelque chose à m'améliorer. C'est une autre piste de réflexion. Et on raconte une autre histoire avec l'Admour Haïm-Tsaï aussi, qui est très, très forte. C'est que son secrétaire, qui s'occupait de lui, il disait qu'il devait... Et donc, son secrétaire, il disait comme quoi il devait changer les habits de l'Admour Haïm-Tsaï, lui ramener à chaque fois des nouveaux habits, et que quand il récupérait les anciens, il pouvait les essorer, tellement ils étaient trempés. Et un jour, en discutant, il a rapporté ses faits à quelqu'un d'autre. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait tellement l'Admour Haïm-Tsaï? Évidemment, par Ruach HaKodesh, l'Admour Haïm-Tsaï, il a entendu ça. Déjà, il lui a dit, écoute, ce n'est pas fair play dans ta fonction. Quand on est au service de quelqu'un, on ne va pas rapporter, ça reste privé. Donc déjà, je vais te omettre de tes fonctions. Et il lui a dit, sache que lorsqu'une personne, elle vient me voir avec un problème, je mets ses habits à lui. Comme je disais tout à l'heure, ses lunettes. Maintenant, ce n'est pas les habits au sens propre du terme, c'est les habits spirituels. Je me mets dans sa peau pour déjà comprendre quand il me donne un problème. Ensuite, je lui donne le conseil. Ensuite, donc je me remets dans mes habits à moi pour lui donner le conseil. Ensuite, je me remets dans ses habits pour voir comment est-ce qu'il a perçu le conseil que je lui ai donné. Est-ce que c'est bien passé ou pas? Ensuite, je me remets dans mon habit pour voir. C'est un peu une méthode qu'on fait un petit peu en PNL, ce qu'on appelle le TOT, c'est-à-dire qu'on tente, on essaye pour voir si une situation elle a marché, on teste et on recommence s'il faut. Et l'Admour Haïm-Tsaï, c'est ce qu'il faisait. Il était là, il se mettait à la place de l'autre, il testait et il se remettait dans sa position et à nouveau. Et ça lui demandait des efforts tellement qu'il en dégoulinait. Voilà. Donc, pour vous dire, c'est quoi le travail qu'il faut faire vraiment en profondeur face à une personne. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être des personnes au quotidien, mais ça peut être aussi des personnes dans notre travail, dans notre entourage, que ce soit même, je parle même en tant qu'hypnothérapeute ou autre, parfois on a des situations, des personnes qui viennent nous voir, forcément, parfois on va les analyser par rapport à notre propre cas, par rapport à notre vécu. Il faut savoir prendre le recul et vraiment, vraiment émettre un jugement, quelque chose d'objectif, et mettre en application pour vraiment arriver et donner les moyens, parce que même en tant que thérapeute ou autre, que coach autre, il faut savoir aussi trouver les bons mots pour que justement, est-ce que mon message, il va être perçu, il va être accepté et il va porter à conséquence et il va porter ses fruits. Donc vraiment, c'est pour tout. C'est une leçon qui s'applique à toute personne dans le travail, en entreprise, avec les collègues, avec eux en tant qu'employé, employeur. Vraiment, c'est des outils hyper, des clés, des outils très importants à mettre au quotidien. Ça nous aide dans tout. Et ça nous permet d'obtenir de véritables résultats.
Et on arrive justement à notre 4e étape. Une fois, on récapitule. Première étape, on va voir si vous suivez bien. Première étape, on doit la patience, le jugement. Prendre du temps, analyser, prendre du recul sur la situation et réfléchir. Ensuite, trouver du bon, du positif dans cette situation, dans ce qu'on va devoir émettre à la personne. Trouver du positif, malgré la critique, le reproche qu'on va le faire. Et ça se trouve, cette critique, elle va se transformer plus en compliment ou autre. Et on peut, à la façon dont on va émettre la chose, si on va la mettre, encore une fois, on pose le cadre bienveillant, tout va dépendre de la façon dont on va la formuler également. Ensuite, on va se mettre à la place de la personne. Essayer de comprendre vraiment, de se mettre dans la peau de la personne, dans la situation, et la comprendre au plus profond. Et à ce moment-là, donc vous allez dire, c'est bon, je peux la passer, la critique. Et c'est là où la 4e étape, elle vient. Mais est-ce que la critique, elle est bonne à dire ou pas? Malgré tout, est-ce que le message, il va passer? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que malgré tout, malgré que j'ai pris là, les 3 étapes que j'ai analysées, est-ce que vraiment, concrètement, en ayant pris toutes les pincettes, est-ce que la personne va bien réceptionner mon message, cette critique? Ou bien l'inverse. Et si on pense que malgré tout, la personne ne va pas bien la réceptionner, on s'abstient. C'est une mitzvah de la Torah. De s'abstenir, d'émettre un jugement qui ne va pas être entendu. C'est une mitzvah. Et donc, on se tait sur le moment, on la garde. Non, mais Mais le cerveau, il travaille quand même. Le cerveau, il travaille, et nous, à nous de travailler sur la personne également. Non, je sais La plus, critique, ce qu'on a à dire à ce moment-là, on attend. C'est que c'est pas le moment. Parce que si je sais que ce que je vais dire à ce moment-là, ça va pas passer, c'est que des fois, c'est pas le bon moment. Parfois, même si on met avec toute la bienveillance et on sait que la personne, par exemple, elle est en état émotionnel très chamboulé à ce moment-là, et donc ça sert à rien de lui dire. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, il y a des moments. Il faut sortir, mais il faut trouver le bon moment. Oui, voilà. Il faut trouver le bon moment. Donc c'est là où notre petit 6e sens en tant que femme, surtout, il est là et souvent, il nous dirige vers la bonne direction, vers la bonne voie, le bon moment. Réfléchir. Ou bien préparer le terrain aussi. Préparer le terrain à ce qu'on va dire. Tester et mettre certaines choses. Non, mais essayer d'analyser. C'est des choses, je veux dire, quand on réfléchit. Oui, mais si on veut y travailler, oui, on peut, comme tu dis. Le problème, c'est que Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, Juliette. Il y a des problèmes. La majorité, c'est des problèmes. Les solutions, en principe, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même personne. C'est le problème qui est toujours le même. Oui, le problème qui est toujours le même. Mais alors, les solutions, on les trouve. Ce que je veux dire, par exemple, tu fais des efforts. Tu en fais le maximum et tu n'as aucun petit retour, rien du tout. Qu'est-ce que tu fais alors? Eh bien, justement, c'est pour ça que des fois, quand on voit que justement, malgré tout ce qu'on va faire, parfois c'est ce qu'on appelle des relations toxiques, ou parfois c'est des situations, il faut se couper les ponts. Couper de certaines situations. Non, mais c'est vrai, certaines choses. Tu n'as pas mettre des barrières. Voilà, ben c'est tout. Parce que il y a des situations qui font, mais vraiment, quand je parle qu'il y a eu un vrai travail, attention, pas j'ai tenté 1 ou 2 coups, 1 ou 2 coups de fil. Oui, non, c'est sûr. Il faut bien sûr que ce soit des décotés. Mais on peut avoir cette intelligence d'esprit et cette maturité. Combien tu prends sur toi? C'est pas que prendre sur soi. C'est pas seulement que prendre sur soi. C'est vraiment d'y arriver concrètement à agir. C'est avec l'action. C'est pas juste se retenir. C'est pas juste se retenir. C'est céder. Déjà, céder, prendre des autres outils. Si avec nous, ça marche pas, prendre d'autres personnes. Essayer de trouver d'autres alternatives. Et si la personne, elle veut vraiment pas, alors analyser, comprendre. Il y a eu des blessures profondes. Et essayer de voir, de comprendre la personne en tant qu'enfant blessé au lieu qu'un adulte en colère. Changer la situation. Changer. Ne pas rester non plus focus sur ce qu'on voulait nous. Et se dire qu'il y a peut-être une autre, on se trompe sur toute la ligne et qu'il y a une autre façon.
Et si vraiment on a tout essayé, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut que la personne, comme tu dis, elle fasse également, elle fasse également un changement, un travail et qu'elle se laisse accompagner. Si la personne ne veut pas se faire accompagner, tu lâches. C'est elle qui reste dans ses, comme elle dit, ses problèmes. Non, mais c'est vrai. Mais une personne qui veut s'en sortir, une personne qui va y arriver, elle va travailler. Et comme on dit, il faut laisser le temps au temps. Ce n'est parfois pas le bon timing. Vraiment. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre du temps. Mais au final, on y arrivera. Si nous, on continue, qu'on est assez intelligent, qu'on a cette motivation et ce recul-là, on peut y arriver. Il n'y a rien sans rien. C'est des efforts, c'est un travail, mais on maintient. On maintient et c'est vrai qu'on peut arriver. Donc, il faut aussi penser à sa santé, aux répercussions, donc se mettre des barrières et prendre soin de soi. Si ça prend trop, si, comme tu dis, la problématique prend trop d'ampleur, se référer à quelqu'un d'autre, laisser le temps, mettre entre parenthèses et passer parce que, effectivement, ça prend trop de place. Vraiment faire une libération émotionnelle à ce moment-là du problème. De faire à nous, si vraiment c'est quelque chose qu'on prend à cœur et qui ne marche pas, que la personne en face, c'est compliqué, c'est de dire j'attends, je me mets une barrière, je le prends pas mal. Je le prends pas mal, ça va venir. Alors, surtout quand c'est des personnes avec notre entourage, que ce soit mari, femme, enfant, de se dire qu'il n'y a pas de conflit de personnes, mais c'est d'intérêt. Que la personne en face de nous, elle ne veut pas notre mal. À part, je ne parle pas des cas extrêmes, des pervers narcissiques et autre chose, des problèmes mentaux et autres. Attention, je parle dans la mesure du possible. Oui, des discussions ordinaires ou des problèmes ordinaires, disons, on peut appeler ça comme ça. Il y a à propos de avoir aussi, une autre clé qui va amener à ce qu'on disait, c'est, à un moment donné, il faut bien le dire ou pas, c'est la subtilité. Préparer le terrain et amener à ce qu'on veut, à nos fins. Une histoire avec le Rav de Venise. Un jour, il est parti dans une maison d'un riche. Et c'était un directeur de banque. Il voit le Rav arriver, il est très content, très fier, il le reçoit, lui sert le thé, les petits gâteaux. Là, le Rav, il prend son thé et il repart. Je dis, mais pourquoi tu es venu? Il dit, écoute, je suis venu pour quelque chose, mais je me suis dit que ça sert à rien que je te dise parce que ça sert à rien, tu ne vas pas le faire. Et dans la Torah, c'est une mitzvah de se retenir, de dire quelque chose qui ne va pas avoir d'aboutissement. Donc, je m'en vais. Et là, le directeur de banque, il est très curieux, il insiste. Il dit, mais... Bon, il voit qu'il insiste, alors il lui dit, écoute, j'ai une femme, une veuve, à qui tu as contracté des prêts, et là, elle est dans l'incapacité vraiment de pouvoir rembourser, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Ah, mais moi, tu vois, ça sert à rien. Et je t'avais prévenu, ça sert à rien, donc je me retiens. Et il est parti. Le directeur, ça a cogité, forcément dans sa tête. Parce qu'il a dit, mais moi, je peux rien. Il dit, tu vois, je savais en vrai, t'as raison. Toi, tu peux rien. T'es le directeur, c'est pas toi c'est pas toi qui va garder la finance, les trucs, la gestion du dossier. Donc c'est pour ça, je suis venue en pensant peut-être que t'allais, mais au final, je me suis rappelé que ça allait pas être possible, donc je me retiens, je tiens. Au final, le lendemain, le directeur de banque, lorsqu'il était à la banque, il a réfléchi à la situation. Et au final, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé lui la dette. Il ne pouvait pas annuler, mais il a payé lui la dette. Donc, même si concrètement la situation faisait, c'était pas possible, le Rav a été hyper intelligent, il a été subtil. Ça a laissé, parfois, lorsqu'on laisse du temps, la réflexion à la personne aussi en face de nous, la personne va travailler aussi. Mais évidemment, encore une fois, quand c'était un cadre bienveillant. Pas quand on sait que la personne, elle est là dans un autre but. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important, c'était le sujet de ce soir, critique et bienveillance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la bienveillance dans chaque situation. Lorsqu'on sait qu'il y a de la bienveillance, on arrive. Donc, conclusion du cours de ce soir, c'est que si on met ces 3 étapes et qu'au final, lorsqu'on arrive à la 4e et qu'on juge que c'est peut-être pas le bon moment, qu'il faut encore préparer le terrain ou encore user de subtilité, alors on patiente à nouveau et on réserve cette critique-là pour plus tard. Et qu'au final, lorsque ça sera le bon moment, on aura tout gagné. Et la critique, elle aura été plutôt constructive que destructive. Et donc, le message sera passé. Le but, c'est pas
de se dégager émotionnellement, ça fait du bien, c'est sûr. Lorsqu'on dit les choses, ça fait du bien. Mais c'est d'avoir ce qu'on appelle un résultat concrètement, d'avoir une conséquence à cela, d'avoir un avancement, qu'on avance, qu'on n'arrive pas au même point de départ. Parce que parfois, ça fait du bien de dire ce qu'on a sur le cœur, mais on arrive au même point de départ. Il n'y a pas de construction. Il faut se poser les bonnes questions et dire, mais concrètement, c'est quoi l'action maintenant que je peux faire pour qu'il s'aille mieux? Et donc, avec du travail, de la persévérance, de la motivation, on peut y arriver. Ce n'est pas impossible. Ça demande du travail. Mais déjà, est-ce qu'on prend le temps vraiment de le faire, ce travail? C'est ça la question. On a parfois cette impatience d'esprit aussi, de vouloir tout de suite, et de vouloir que les choses changent, et de vouloir les choses à notre carte, à notre image, à notre façon, à notre programmation. Mais parfois, les choses, il faut comprendre. Et ça aussi, ça demande une réflexion d'abord sur soi-même. Tout démarre dans chaque chose dans la vie. Ça démarre par sa propre réflexion. On fait d'abord sur nous-mêmes. On se réfléchit, on se pose des bonnes questions. Est-ce que je suis moi-même dans la bonne position? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à rectifier? Est-ce que je n'ai peut-être pas agi ou réfléchi ou émis un jugement trop à tort? Ou est-ce que je n'ai pas mis trop mes émotions là-dedans? Ou à l'inverse, est-ce que je n'ai pas utilisé que ma tête? Est-ce que je n'ai pas été que dans la raison et je n'ai pas mis un peu d'émotion dans tout ça? Vraiment, se remettre en question. C'est la remise en question. Mais attention, faire la distinction. Remise en question, culpabilité. C'est à un pas. Mais ne pas tomber dans la culpabilité. Ça, c'est encore un autre travail. D'ailleurs, je crois que vous l'avez travaillé la semaine dernière dans le cours. Avec Stern. C'est ça qui est difficile quand tu te remets en question. Mais se remettre en question sans tomber dans la culpabilité. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Je continue. Et si j'ai fait des erreurs, j'essaye de les réparer. Et encore une fois, pour ça, il faut ce qu'on avait vu, le travail avant Pessah, l'ego, position basse, faire preuve d'humilité pour pouvoir y arriver, pour pouvoir travailler. Mais tout ça, ça demande un travail de sa personne. Ça demande énormément de choses, de réflexion. Donc en gros, on n'a jamais terminé de travailler, mesdames. On est toujours sur des pistes de réflexion. Et on s'encourage avec des cours, à des petites réunions comme ça, justement, pour pouvoir se remotiver, pour pouvoir aller de l'avant et continuer sur ce chemin-là. Amen. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je mets juste pause. Je pense qu'on peut l'applaudir.